Bonjour, je vais commencer un nouveau chapitre sur le stockage. Je suis Sofiane Mahatli, l'instructeur de cette session. Pour ce faire, je vais suivre le plan suivant. Donc, avant d'étudier le plan de ce cours, on va voir ce qu'on appelle le but du chapitre. Donc, après avoir étudié ce chapitre, vous devez être capable de nommer plusieurs caractéristiques des différents systèmes de stockage. Vous devrez aussi décrire les différents types de disques durs les plus courants et les plus utilisés sur le marché actuellement. On va discuter aussi les différents types de disques optiques utilisés. On va aussi énumérer trois types euh, de systèmes de stockage aussi utilisés dans les infrastructures actuelles. Mais bien sûr, on va faire un petit résumé sur les alternatives de stockage pour un ordinateur personnel. Voilà. Donc, le plan est le suivant. On va détailler les caractéristiques des systèmes de stockage. On va détailler aussi les disques durs, la différence entre les disques électro-optiques, les systèmes de stockage à mémoire flash et bien sûr autres types de sauvegarde ou de stockage existants et bien sûr des alternatives, autres alternatives qu'on peut les utiliser sur les machines. Donc, comme on a déjà vu dans le chapitre 2, on a vu, les mémoires RAM qui sauvegardent temporairement les instructions, les données d'un programme qui est exécuté par l'ordinateur. Donc, euh, les systèmes de stockage remplissent le rôle de sauvegarde. Donc, dans ce chapitre, on va étudier les différents types de systèmes de stockage et bien sûr, on va voir les systèmes de stockage sur les ordinateurs, essentiellement les disques durs, les disques optiques et ce qu'on appelle les mémoires flash. Les différents types de systèmes de stockage existants et bien sûr l'évaluation des alternatives si on a sur les systèmes de stockage des ordinateurs. Voilà. Donc, les supports de stockage sur un ordinateur, on a déjà vu, ce sont des entrées au système ou des sorties qu'on peut les considérer. Il y a par exemple les CD, les DVD, les flashs USB. Les RAM conventionnels, ils sont volatiles, c'est-à-dire que une fois, c'est-à-dire on va faire l'exécution de quelques programmes sur la RAM et après, le contenu, il va être effacé. Voilà. Donc, en cas d'effacement, donc par exemple, juste, je cite, hein, si on a une coupure d'électricité, par exemple, donc le contenu des données existantes dans le RAM, il va être disparu. Par contre, les supports de stockage ne sont pas volatiles. C'est quoi ne sont pas volatiles? C'est-à-dire même si on a ce qu'on appelle une rupture d'électricité ou autre problème, les données, ils sont là, ils sont sauvegardés. À moins que le disque, il va être, dans certains cas, il joue il y a un problème de disque. Si on a un problème de disque, peut-être les informations sauvegardées, ils vont être erronées. Voilà. Donc, il y a les cas où il y a des ruptures ou des chutes, par exemple l'alimentation, il y a le périphérique de stockage, il est coupé, etc. Donc, le but ici, c'est que les supports de stockage, ils sont utilisés pour le sauvegarde
bien sûr, pour une utilisation future. Pourquoi on va sauvegarder? Je dois sauvegarder des informations, des documents ou autres, hein, ça dépend du média, pour une utilisation future des fichiers, bien sûr, sauvegardés. Voilà. Donc, lorsque l'ordinateur reçoit une instruction nécessitant des données situées sur un support de stockage, il doit se rendre à l'emplacement désigné sur le support de stockage. C'est-à-dire, en cas où je vais faire une recherche, donc le système, il va chercher sur l'emplacement du support de stockage et il va récupérer les données demandées. Donc, cette procédure est appelée accès. Donc, il y a un accès aléatoire et un accès séquentiel. L'accès aléatoire est équivalent d'un accès direct. Ça signifie que les données peuvent être récupérées directement à partir de n'importe quel emplacement sur le support de stockage. Voilà. Un périphérique d'accès aléatoire fonctionne de la même manière qu'un CD ou un DVD. Voilà. Tous les périphériques de stockage, ils sont utilisés avec les ordinateurs aujourd'hui pour le quotidien, pour le sauvegarde quotidien de stockage et bien sûr, dont l'accès il est aléatoire. L'accès séquentiel, c'est que les données ne peuvent pas être récupérées que dans l'ordre dans lequel elles sont physiquement stockées. C'est-à-dire, je ne peux pas passer d'une séquence 1 et 2 à une séquence n que dans un seul sens. Voilà. Ici, on appelle ça un lecteur à bande magnétique. Voilà. On utilise ça généralement dans les sauvegardes des données, c'est-à-dire si je vais faire des backups des informations, je peux le faire sur les bandes magnétiques qui est moins cher, hein. C'est pas trop coûteux. Voilà. Donc ici, le sauvegarde. Donc ici, qu'est-ce que je vais sauvegarder? Bien sûr, hein, ce sont des informations, ce sont des fichiers, des dossiers, voilà, qui sont répertoriés sur le système, des fichiers Word comme ça. Voilà. On passe maintenant aux technologies de stockage utilisées. Donc, les données sont stockées ou sauvegardées magnétiquement ou optiquement sur de nombreux types de supports de stockage. Donc, avec le système de stockage magnétique, cela signifie que les données qu'on a déjà vues, les représentations binaires 0, 1, elles sont sauvegardées à l'aide des alignements magnétiques. Voilà. Mais le dispositif de stockage, il peut modifier l'alignement magnétique, c'est nécessaire, de sorte que les données peuvent être écrites sur le support, supprimées ou réécrites. Exemple de support de stockage optique. Voilà. Donc, les supports de stockage optique ils sauvegardent les données à l'aide des faisceaux laser. Donc, c'est optiquement. Donc, on connaît bien que le laser, c'est un faisceau lumineux. Voilà. Et donc, c'est de l'optique. On parle de l'optique. Donc, sur certains supports optiques, le laser grave des marques permanentes pour représenter les 0 et 1 sur la surface du support. Voilà, afin que les données ne puissent pas être effacées ou réécrites. Les données sauvegardées sur un disque optique peuvent être, dans certains cas, il est modifiable. Et pour certains du système de sauvegarde, on utilise une combinaison de technologies magnétiques et optiques. Voilà.
On passe maintenant au disque dur. Actuellement, tous les ordinateurs personnels sont équipés d'un disque dur utilisé pour la sauvegarde des programmes et des données et bien sûr des fichiers système, hein. Donc, lorsqu'on va installer le système d'exploitation quelque part sur le disque dur. Donc, les disques durs internes ne sont pas conçus pour être rétablis, c'est-à-dire dans la machine, il y a des disques durs internes. Généralement, dans ces disques, on va installer au début le système. Voilà. Le système d'exploitation, peut-être un Windows 10, un Windows Server ou autre. Sauf qu'ils doivent être, si ils doivent être réparés ou remplacés. Dans certains cas, j'ai besoin d'un remplacement ou de réparation. Mais il y a aussi les disques durs externes. Le but des disques durs externes, c'est que on va se, on va faire une liaison ou une connexion de ces disques via un port externe ou une connexion sans fil. Généralement, on utilise un câble, bien sûr, pour la liaison du disque dur externe avec la machine ou le PC portable. Ils sont utilisés pour un stockage supplémentaire. Par exemple, vous avez des fichiers sur votre ordinateur et vous voulez sauvegarder des informations, des vidéos, des audios, etc. sur un autre disque. Voilà. C'est pour le backup. C'est pour qu'on peut faire de la restauration après. On peut aussi, les disques durs, ils sont également intégrés à d'autres produits au grand public. Voilà. Donc, les disques durs internes et externes sont aujourd'hui disponibles avec cryptage intégré qui crypte automatique toutes les données sauvegardées sur le disque dur. Voilà. Dans certains cas, pour des raisons de sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On doit crypter les données, c'est-à-dire chiffrer les données. Et bien sûr, je vais limiter l'accès pour les gens qui sont autorisés à accéder sur les informations de mon disque à travers un mot de passe ou une empreinte digitale. Voilà. C'est-à-dire, même si j'ai fait l'accès avec ce câble-là, au niveau de l'ordinateur, je trouve que les informations sont, je peux pas accéder au disque que en moyennant, par exemple, comme vous voyez ici, une empreinte digitale. Donc, on distingue différents types de disques durs magnétiques et des disques qui s'appellent SSD, Solid State Drive. Donc, les disques durs traditionnels, ce sont des disques magnétiques avec des têtes de lecture-écriture et un mécanisme d'accès aux informations, bien sûr. Et donc, le dispositif de lecture-écriture, dans la lecture, on va graver des informations sur le disque et dans la lecture, je vais accéder aux positions de ces informations pour faire une lecture bien déterminée. Voilà. Pour les lecteurs SSD, on appelle ça semi-conducteur ou solid state. C'est un nouveau type de disque. Il utilise la mémoire flash pour sauvegarder les données. Par contre, si je fais une comparaison entre les deux, c'est que les disques durs magnétiques sont actuellement moins chers et sont disponibles dans les capacités plus importantes que le SSD. Le SSD se développe rapidement, voilà, c'est-à-dire la vitesse. Et dans certains cas, le SSD, même avec sa capacité faible, on doit le choisir. Pourquoi? Parce que toujours la vitesse, elle est cruciale. Elle est très importante ici. Donc, la technologie basée sur le SSD, elle permet de fonctionnement rapide, une consommation d'énergie réduite, mais une résistance accrue au choc. Mais c'est un peu cher, hein. Faut quand même, il y a le prix, voilà. Donc, ici, la surface du disque.
Particules alignées dans un sens représenter les zéros, les autres sont les 1. Et là, c'est la tête du lecteur. Voilà un exemple des disques magnétiques. Voilà, un disque dur de 5 pouces situé à l'intérieur d'un ordinateur portable. Il y a les disques durs ici. Il y a la tête de lecture-écriture. Il y a l'arbre de montage, mécanisme d'accès. Et voilà. Pour le solid state, voilà, ce sont, bon, actuellement toujours sur les disques magnétiques. On appelle ici, ce sont les disques. Et ces disques-là, on le considère, sont des cylindres, cylindre un, 2, 3, 4. Chaque cylindre est constitué par 10 pistes. Oui. Chaque piste, il est constitué par des secteurs. Oui. Et on constitue chaque les secteurs sont, on peut former ce qu'on appelle des groupes. Et donc là, j'ai un piste numéro 13 du disque 1. Donc j'ai combien de disques ici? J'ai disque 1, 2, 3 et 4. Donc le numéro 13, donc je fais le compte comme ça. Voilà. Et là, combien tu peux calculer, par exemple, le nombre des secteurs ou des groupes déjà mentionnés. Après, on définit les disques solid state. Donc, les données sont sauvegardées dans des puces de mémoire flash situées à l'intérieur du disque, du lecteur. Contrairement au entraînement magnétique, il n'y a pas de pièce mobile. Voilà. Donc, il y a l'opération de ce qu'on appelle le lecteur, etc. Voilà. Il y a, bien sûr, la taille, il est importante. Il y a miniaturisation des tailles au niveau des compagnies ou des sociétés de fabrication. Donc, il y a la pleine taille du disque dur. Il y a disque dur portable magnétique. Il y a disque dur de type SSD. Oui. Les disques durs à l'intérieur d'un disque dur magnétique tournent continuellement à une vitesse comprise entre 5400 et 15 000 tours par minute. Le temps d'accès au disque nécessaire, c'est le temps total nécessaire à un disque dur pour lire et écrire les données. Donc, on a besoin des étapes suivantes, temps de recherche, délai de rotation des disques et temps de déplacement des données. Tout ça, il va influer sur la vitesse totale de votre disque. Donc, pour accélérer les performances, donc, dans certains cas, on va faire la mise en cache du disque est souvent utilisable. Donc, ici, on a disque magnétique et j'utilise un cache de disque de mémoire flash. La mise en cache du disque réduit également l'usure du disque dur. Voilà, dans les ordinateurs portables pour prolonger la vie. C'est-à-dire si j'ai du disque à mémoire flash, il va nous aider, bien sûr, à étendre la durée de vie de notre disque. Exemple ici, si je suis sur la machine Windows 10, sur mon computer, par exemple, ici, j'ai deux partitions, C2 points, D2 points, chacun a sa taille. Donc, le disque dur, il va s'interfacer avec ce qu'on appelle des interfaces, hein. Et donc, on définit la première type d'interface, c'est le serial ATA, ce qu'on appelle le SATA. En fait, c'est une interface de disque dire interne, c'est la plus courante sur les ordinateurs existants aujourd'hui sur le marché. Donc, elle est plus rapide que le PATA. Cela signifie que les disques durs SATA occupent moins de place à l'intérieur de l'unité centrale.
Donc, généralement, les disques durs externes se connectent le plus souvent à l'intérieur, à l'ordinateur via un port USB. Voilà. Les interfaces de disques durs les plus couramment utilisées sont les interfaces du serveur, ce qu'on appelle SCSI ou SAS. Bon, ici, il parle sur les serveurs, hein, parce que les serveurs, ça diffère un peu hein, par rapport aux machines standards. Bon, ce sont des interfaces, voilà, qui s'appellent SCSI. On a déjà vu presque les disques, voilà, les disques, les secteurs, les pistes, voilà, et la lecture et l'écriture des données. La représentation des données sur le disque est généralement, c'est un disque optique, donc c'est du laser, et donc là, je vais écrire généralement le 1 et le 0. Voilà. Les zones du disque qui ne sont pas définies sont appelées terres. Lorsque le disque est lu, la quantité de lumière laser réfléchie pour le disque change lorsque le laser atteint une transition entre creux et un mais plat. Bon, ici, c'est la partie écriture, hein, c'est des détails techniques. Lorsque le lecteur optique détecte une transition, elle est interprétée comme un 1. Aucune transition, elle est interprétée comme un 0. Pour les lecteurs optiques, donc pour les disques optiques, on distingue trois catégories, les CD, les DVD et les bons. Ils peuvent être en lecture seule, enregistrés et réinscrits. Peuvent utiliser la norme plus ou moins, peuvent être des disques monocouches ou double couche. Voilà. Ils sont conçus pour être lus par les disques optiques et le type de lecteur optique utilisé doit prendre en charge le type de disque optique utilisé. Voilà. Les disques optiques achetés sont souvent un titre et un autre texte imprimés sur une face. C'est-à-dire, il y a une face d'écriture et une face où on peut faire la lecture. Ils sont insérés dans le lecteur optique avec la face imprimée vers le haut. Voilà, la face imprimée doit être toujours vers le haut. Donc, il y a un seul sens de mettre le CD ou le DVD dans son emplacement. La gravure, c'est le processus d'enregistrement des données sur un disque dur optique enregistrable ou réinscriptible. Pour graver un disque, le lecteur optique utilisé doit prendre en charge la gravure. Dans certains cas, on parle de la graveur. Ah, donc, c'est un équipement dans lequel je vais mettre le CD pour être gravé. Un CD vierge, pas un DVD vierge. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'installer? J'ai besoin d'installer un logiciel de graphie de CD ou de DVD qui est requis. Bon, ce logiciel est fourni actuellement. Donc, un lecteur externe qui se connecte via un port USB peut être utilisé avec la plupart des ordinateurs. Voilà, cet exemple-là, la gravure. Voilà, la forme et la taille du disque standard, 4,7 pouces. Il y a le 3,1 pouces, il y a, c'est la même taille. Et on passe à la partie type du disque, CD, DVD, bande. Donc, les CD, la taille, c'est-à-dire sa taille est aux alentours de 700 mégas. Les DVD, c'est à 4,7 gigas. Et les bandes, elles peuvent atteindre 100 gigas. Donc, on distingue les CD-ROM, les DVD-ROM et les bandes, ce qu'on appelle Blu-ray disques. Les disques CD-ROM et les disques DVD sont des disques optiques en lecture seule, sont préenregistrés avec des produits commerciaux. Les disques BD-ROM sont disponibles pour le contenu haute définition.
Exemple des vidéos ou autres. Si le disque il est en lecture seule, c'est-à-dire que les données elles ne sont pas modifiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ni le effacer, ni le modifier, ni ajouter. C'est juste en lecture seule. Voilà. Comme étant un livre. Les disques optiques enregistrables, parfois appelés disques à écriture unique, peuvent être écrits, mais les disques ne peuvent être effacés ni réutilisés. Voilà. Les CD enregistrables sont appelés disques CDR. Ils sont couramment utilisés pour sauvegarder les fichiers, envoyer des fichiers volumineux. Les DVD simples couches sont appelés disques DVD et qui peuvent être utilisés à des fins similaires lorsque l'avantage d'espace de stockage est nécessaire. Il y a les DVD enregistrables qui sont double couche appelés DVD-R ou DVD-R. Voilà. Voilà. Les disques durs réinscriptibles, ce sont des disques qui peuvent être écrits, effacés et érasés, tout comme les disques durs magnétiques. Voilà, c'est CDR, DVD-R, read-write. Voilà, le W, c'est DVD-RAM, on appelle ça. Voilà. Pour écrire, effacer ou écraser les disques optiques réinscriptibles, la technologie de changement de phase est utilisée. Les mémoires flash intégrées. Ce sont des dispositifs pour le stockage avec des tailles bien déterminées. On le trouve généralement dans les tablettes où il y a un espace de stockage qui contient 64 gigaoctets, mais il y a d'autres mémoires flash intégrées qui sont vendues sur le marché. Exemple, le SanDisk ici, c'est 64 gigas, mais il y a d'autres brands sur le marché. Il y a par exemple ici un emplacement pour faire des lecteurs multicartes USB, des cartes compactes, des clés USB, des adaptateurs micro SD, des lecteurs micro SD, des cartes numériques, des photos. Voilà. On a des entraînements conventionnels. On va explorer hein, ce qu'on a sur le marché. Conduite conventionnelle personnalisée, drive portefeuille personnalisé, etc. Outre ça, on peut distinguer d'autres types, bien sûr, de sauvegarde. Donc, les appareils sur le réseau, donc c'est-à-dire que je peux sauvegarder, je suis sur une machine sur le réseau et je peux sauvegarder sur une autre machine. Voilà. On parle de dossiers partagés. Par exemple, ici, nous sommes dans une classe où je peux faire du partage du fichier entre des différents machines de classe. Et après, je peux accéder à ces fichiers-là dans le dossier partagé en moyen de la connexion réseau, bien sûr. Donc, il y aura de la liaison réseau que ce soit Wi-Fi ou câblé. Voilà, ici, c'est un dispositif de stockage qui s'appelle NAS. C'est un périphérique, par exemple, ici, avec sa taille 16 Tera. Mais on peut faire des sauvegardes sur le cloud, par exemple sur SkyDrive. On peut faire de la synchronisation entre les fichiers en premise ou sur le cloud. En fait, Microsoft, elle offre une solution pour le sauvegarde sur le cloud. Elle s'appelle OneDrive. Mais il faut acheter des licences. On appelle ça des licences de type Office 365. Et après ce 365-là, il nous offre ce qu'on appelle le OneDrive avec une capacité de 1 Tera. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, les fichiers qui sont générés par vous, ils vont être sauvegardés quelque part dans un emplacement spécifique sur le OneDrive.
Il y a des cartes à puce. Voilà, les cartes à puce ce sont des connexions à ordinateur via un lecteur et carte à puce à contact. Il y a des cartes pour l'achat, il y a des accès sécurisés, il y a, on peut acheter un accès à un métro, il y a des cartes à puce qu'il y aura aussi de la mémoire qui est sauvegardée. Il y a le stockage holographique, c'est toujours dans le domaine de l'optique, hein. Donc, il y en a du laser, il y a de le modélateur d'espace, le support de stockage et un détecteur. Donc, on a comment ça fonctionne le stockage holographique. Donc, on va générer un faisceau laser pour écrire et lire les données. Donc, le faisceau il est divisé en deux faisceaux, un faisceau de référence et un faisceau de signal. Et après, on a les données sont converties en hologramme. Donc ici, c'est comme étant ce qu'on appelle un hologramme qui va sauvegarder les faisceaux dans un support de stockage. Lorsque les données peuvent être lues, elles sont projetées dans un détecteur pour la reconstruction. Donc, exemple ici, il va te donner un cartouche calligraphique et des lecteurs holographiques existants sur le marché. Mais il y a tout ça, surtout si on travaille dans en monome, mais personnellement, en mode personne. Mais si je travaille pour le corporate, pour les entreprises, donc je dois penser à établir une solution commerciale en se basant, par exemple, sur les baies de stockage, par exemple, d'INAS, c'est pour les baies de stockage de type NAS. Voilà, donc on a des disques de stockage, par exemple, il y a 240 disques, c'est ce qui forme ce qu'on appelle la baie de stockage, et avec une capacité de 400 octets. Après, dans le système de stockage, on définit des technologies, ce qu'on appelle RAID, Redundant Array Independent Disk. Le RAID, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai au moins deux disques et j'écris à la fois, par exemple, ici, sur les deux disques à la fois. Par exemple, j'ai une chaîne A, B, C, D, j'écris A ici, B ici, C ici et D ici. Mais dans certains cas, il y aura de la duplication. Ce que je vais écrire ici, il va être dupliqué ici. Il y a ce qu'on appelle le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, le RAID 6 et le RAID 10. Un autre type de RAID, voilà, miroir. C'est-à-dire ce que j'écris ici, il va être dupliqué là. Ici, c'est ce que j'écris ici, c'est-à-dire je vais écrire sur les deux disques. La première méthode, si j'écris sur les disques, sur les deux disques, il y aura un gain commun. Il y a un gain en termes du temps. C'est-à-dire, je fais une écriture en parallèle. Mais là, si ce disque-là, il est erroné ou il y a un souci sur le disque, je peux récupérer les informations à partir du disque 2. C'est ça la haute disponibilité. Exemple, ici, il y a les systèmes de bandes magnétiques. Juste un exemple. Mais bien sûr, il y aura des alternatives pour le stockage. Donc, les alternatives du stockage sont souvent comparées en pesant un certain nombre de caractéristiques de produits et de facteurs de coût. Certaines de ces caractéristiques de produits incluent la vitesse, la compatibilité, la capacité de stockage, la commodité et la portabilité de support. Voilà. Donc, généralement, il y a d'autres solutions hein, qu'on peut l'utiliser pour sauvegarder nos informations sur, que ce soit sur le cloud ou sur des baies de stockage externes. Donc, pour les lecteurs, souvent, on utilise des interfaces USB qui sont de type port USB également importants. La plupart des utilisateurs d'ordinateurs ont aujourd'hui besoin d'un disque dur, d'un type de lecteur optique enregistrable ou prescriptible
et un lecteur de carte mémoire flash. Les utilisateurs, l'ordinateur d'aujourd'hui ont également besoin de moins d'un port USB libre pratique à utiliser pour des fins bien déterminées. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc on va continuer sur un nouveau chapitre sur les entrées et sorties d'un ordinateur. Donc, après avoir terminé ce chapitre, vous serez capable d'expliquer les différents types de claviers existants largement dans euh, euh, notre monde d'utilisation des ordinateurs, surtout dans les entreprises ou bien sûr des utilisations personnelles. Vous devez être capable de énumérer les dispositifs de pointage. Vous devez être capable de décrire les objectifs des scanners et des lecteurs et bien sûr de les répertorier certains types de scanners et de lecteurs qui sont déjà utilisés aujourd'hui. Après, vous pouvez être capable d'expliquer la notion des appareils photo numériques et comment on peut les utiliser. Comprendre aussi les appareils qui peuvent être utilisés comme des entrées audio et les caractéristiques techniques d'un dispositif d'affichage et expliquer certaines technologies utilisées pour afficher les images. Et bien sûr, après, on va énumérer plusieurs types d'imprimantes et expliquer leurs fonctions, ainsi que identifier les périphériques matériels généralement utilisés pour la sortie audio. Donc, généralement, ce chapitre se concentre sur le matériel conçu pour saisir les données, c'est-à-dire les données qui sont une input ou en entrée pour fournir des résultats à l'utilisateur une fois les données traitées. Les périphériques d'entrée les plus couramment utilisés sur les ordinateurs, donc on va les détailler aussi. Il y a des matériels conçus pour capturer des données sous format électronique. Il y a aussi du matériel ou du périphérique, ce qu'on appelle des sorties. On a déjà initié ça dans le chapitre 2, c'est-à-dire les écrans, etc. La plupart des sorties se produisent sur un écran, comme j'ai dit, ou sur un papier en moyennant d'une imprimante. Les différents types de dispositifs d'affichage qui sont utilisés et exploitables aujourd'hui, on va les détailler. Et bien sûr, comme j'ai dit, les imprimantes et les périphériques utilisés comme pour les sorties audio, on va aussi les expliquer. Donc, ce chapitre se concentre essentiellement sur les différents types de périphériques d'entrée-sortie, les plus utilisés sur le marché actuellement. Donc, je commence au premier lieu par les claviers. Donc, les claviers, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est un panel comme ça, qui est constitué par plusieurs touches. Vous voyez, il y a des touches de contrôle, des barres d'espace, si vous voulez faire un espace, les touches majuscules, c'est-à-dire ou minuscule. Voilà, par défaut, c'est minuscule, mais je fais la touche majuscule dans certains cas. La touche directionnelle pour balayer, la touche entrée pour revenir à la ligne. Le clavier le numérique, c'est taper les 0 et 1 et quelques, le 2, 0 à 9. C'est un clavier numérique de 0 à 9 avec quelques caractères comme l'étoile, etc. La touche supprimer, la touche insérer. Voilà, la touche du verrouillage du majuscule, etc. Quelques exemples des claviers existants. Donc, il y a les claviers audition, le clavier à l'écran, le clavier audio. Pour les souris, donc voilà, les souris traditionnelles. Elle prit en charge le pointage, les clics et le défilement. Défilement avec ce rouleau. Il y a deux boutons à gauche et à droite. Généralement à gauche pour saisir, c'est-à-dire sélectionner,
Et à droite, il va vous donner sur la fonctionnalité choisie un menu avec lequel je peux choisir plusieurs fonctionnalités à faire, bien sûr. Il y a des souris tactiles, voilà d'autres types, hein. Donc ici, je peux faire des clics sur à gauche, clic à droite, double clic pour le choix, glisser, déposer, c'est-à-dire comme ça, hein, glisser. Il y a la molette pour le défilement, glisser, appuyer. Voilà. Ce sont les touches, les tâches qu'on peut le faire avec la souris actuellement, qui sont possibles. Voilà. Il y a les stylos aussi. Ce sont des entrées, en fait, ordinateur à stylet et appareil mobile. Donc, il y a des stylos, des téléphones intelligents, des smartphones, il y a des stylos. Il y a des ordinateurs et des tablettes. Il y a des ordinateurs de bureau. On utilise des stylos pour des écrans, disons, tactiles. Voilà. Donc, ici, c'est les formulaires à remplir. Voilà. Soit avec un stylo à la main ou avec l'ordinateur, avec un stylo numérique, c'est-à-dire. Les systèmes d'écriture numérique, il y a beaucoup, hein. Donc, il y a des tablettes comme ça, donc et des stylos spécifiques pour faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce système d'écriture numérique dans lequel il y a des schémas. Donc, il y a des tablettes, des stylos, euh, des tablettes comme ça, des dispositifs de capture de signature dans certains cas. Il y a des tablettes graphiques, donc appelées tablettes à stylet ou tablettes numériques. Il y a aussi les tablettes tactiles plates utilisées conjointement avec un stylet numérique qui sont généralement connectés à un ordinateur via un port USB connexion sans fil et il peut être utilisé pour envoyer des commandes à l'ordinateur. Voilà. Il y a aussi des dispositifs de capture de signature. Voilà, donc c'est un autre type de périphérique d'entrée, de stylet et des périphériques de capture de signature. Donc, ces signatures-là, ces appareils-là se trouvent généralement aux caisses pour enregistrer les signatures, pour faire des autorisations d'achat par des crédits, des cartes de crédit bancaire. Et les entreprises de services peuvent également disposer d'un tel dispositif pour la capture de signature et pour enregistrer la signature d'autorisation. Il y a aussi des écrans tactiles, voilà. C'est-à-dire, on peut faire des touches à la main, voilà. Soit des tablettes, des ordinateurs portables ou des écrans séparés. Voilà, donc après, on a les appareils de jeu. Si je vois un exemple des appareils de jeu, il y a des contrôles de guitare, manettes de jeu, manettes de volant. Il y a les trackballs, exemple, trackballs. Il y a les boutons et molettes de contrôle. Les appareils grand public tels que les lecteurs multimédia numériques portables, les appareils GPS, les appareils de jeu portable, ils utilisent des boutons et des molettes de commande spéciaux. Voilà. Il y a aussi des tablettes tactiles. Voilà. Maintenant, on passe à la partie scanner. Donc, les scanners c'est un moyen pour enregistrer les données directement dans un ordinateur. Voilà. Il capture les données à partir de son euh, document source. Voilà, c'est la capture, par exemple, à partir d'un code à barre. En fait, un scanner, c'est quoi? C'est un appareil optique qui capture l'objet d'un objet, l'image d'un objet sous forme numérique. Puis, il transfère ces données à un ordinateur. C'est-à-dire, le but, c'est quoi? C'est la numérisation.
L'intégralité du document saisi sous la forme d'une seule image peut être bien sûr redimensionné et traité après. On peut insérer dans d'autres documents, on peut publier sur une page web, on peut l'envoyer par courrier électronique à quelqu'un. Et bien sûr, on peut l'imprimer et le traiter avec d'autres images ou moyens logiciels graphiques. Les types de scanners existants, on a les scanners à plat, il y a les scanners portatifs, il y a les scanners intégrés. Ce sont des exemples, ça dépend de l'application, bien sûr. La qualité de résolution, voilà, donc il y a un peu flou, là, il y a du netteté, donc ça dépend du nombre de pixels. Ici, j'ai 600 pixels. Les pixels, ce sont le nombre de points qui va définir l'image, voilà. Donc ici, 86 points. Bien sûr, cette image, c'est plus net que cette image. Il y a aussi les codes, les lecteurs de code à barre. On a défini les codes ISBN, les codes CAP, code de la barre de données, les codes de courrier intelligent, les codes 39 codes, les QR codes. Utilisement, sont beaucoup utilisés ces QR codes actuellement sur le marché. Il y a des codes à barre fixe, c'est-à-dire là, je vais vérifier par exemple le prix d'un tel objet. Les lecteurs de code à barre portable utilisés pour, voilà, c'est mobile. Il y a de la mobilité. Il y a code à barre intégré, comme ça, sur des smartphones, etc., via des applications bien déterminées. Il y a aussi les lecteurs d'authentification par radiofréquence. On appelle ça le RFID. Radio Frequency Identification System. Voilà. C'est à base des étiquettes, voilà, et un circuit RFID ou puce à antenne avec lequel je peux faire l'identification. Généralement utilisé pour les suivis des inventaires dans les billetteries, dans le paiement mobile et pour les sécurités des frontières. Par exemple, je vais déterminer la plaque de l'image de cette voiture, donc avec des lecteurs RFID et qui va sauvegarder les informations dans une base de données. Il y a aussi des lecteurs de marque optique ou OMR, comme ça. Il y a des dispositifs de reconnaissance optique des caractères OCR. Voilà, c'est pour le lecteur des caractères. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est le traitement d'image, hein. Donc, puisque ça paraît comme une image. Il y a les lecteurs de reconnaissance des caractères à encre magique. Voilà. Pour les billetteries des billets de monnaie. Pour vérifier, bien sûr, si les monnaies n'est pas falsifiées, surtout pour les banques, les agences. Voilà. Il y a les lecteurs biométriques. Voilà. Avec des empreintes digitales. Les appareils mobiles. Il y a là les appareils photo numériques, c'est-à-dire prendre photo. Donc, Sony ici, c'est un leader international dans la partie fabrication des appareils photo. Il y a les supports de stockage pour les appareils photo, il y a des appareils photo professionnels. Et tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, on va numériser l'image et on peut le traiter après à travers un ordinateur bien déterminé. Il y a les caméras vidéo numériques. Il y a les caméras vidéo intégrées, c'est-à-dire un PC. Voilà. Je passe maintenant à la partie audio ou entrée. Les systèmes d'entrée vocale et de reconnaissance vocale. L'idée, c'est quoi? C'est que cette personne, elle va utiliser un microphone qui annule le bruit de fond et entre le parleur dans l'ordinateur. Dans la machine, il y a un convertisseur analogique parce que ici, cette image ou cette personne, voilà, même moi, maintenant, je suis en train de parler, mon son, il est de type analogique. Et donc, l'idée sur la machine, elle est une machine numérique. Et donc, dans certains cas, il y a un étage de conversion.
c'est ce qu'on appelle la carte son. La carte son, il va faire la conversion analogique numérique du signal. Voilà. Et bien sûr, on va convertir le son analogique vers du numérique. Et bien sûr, je peux le taper quelque part avec des logiciels de reconnaissance du voix. Hein. Je peux écrire les paroles déjà prononcées. Exemple du système d'entrée, voilà, de musique surtout, dans les laboratoires et ou les studios pour la musique. Il y a aussi les dispositifs d'affichage. Les dispositifs d'affichage connus, donc on a des ordinateurs portables, on a des lecteurs électroniques, des appareils mobiles, on a des cadres photo numériques, il y a les systèmes d'affichage numérique, voilà. Il y a aussi les écrans couleur ou monochrome qui sont des dispositifs d'affichage qui forment les images en éclairant les configurations appropriées du pixel. Bon, le pixel, c'est un point, voilà. Les dispositifs d'affichage peuvent être des écrans monochromes ou des écrans couleur. La plupart des moniteurs et dispositifs sont des écrans couleur. Voilà. Il y a plusieurs moniteurs ou des écrans. Voilà, c'est un exemple. Écran plat. Il y a aussi des affichages supplémentaires pour appareils mobiles. C'est comme étant une extension, en fait. Là, il y a la taille et rapport hauteur-largeur. Donc, en fait, la taille de l'appareil d'affichage est mesurée en diagonale d'un coin à un autre. Voilà. Les écrans de l'ordinateur de bureau, elles varient de quoi à quoi? Elles varient entre 19 et 30 pouces. Bien sûr, ça dépend. Bien sûr, après, il va s'influer sur les prix, bien sûr. Les écrans des ordinateurs portables, elles varient de la valeur 14 pouces à 19, à 17 pouces. Et même, il existe le cas de 19 pouces. Hein. Et il y a aussi les écrans de notebook, 10 pouces, c'est un peu plus petit. Il y a les écrans des tablettes multimédia entre 7 pouces et 10 pouces. La résolution des écrans, l'écran est un dispositif d'affichage qui est divisé en fines grilles de minuscules pixels, sont des points. Le nombre de points ou pixels utilisés par un écran d'affichage détermine la résolution de l'écran qui affecte la quantité d'informations pouvant être affichées sur l'écran en une seule fois. Sur les ordinateurs Windows, les options d'affichage sont modifiées à l'aide de panneaux de configuration. Passons maintenant aux adaptateurs vidéo et interfaces de port. Ici, sur la carte mère de l'ordinateur, on a ces interfaces-là. Il y a ce qu'on appelle le VGA, ce port-là. Il y a le HDMI. Et bien sûr, pour chaque port, il y a un câble spécifique. Hein. On appelle ça un câble VGA, un câble HDMI, un DVI. Et, et bien sûr, par exemple, ici, si j'ai cet ordinateur et je veux faire, par exemple, comme ça, une projection vers ce qu'on appelle un autre appareil qui fait un rétroprojecteur, comme ça, et il va, euh, comment faire? Il va afficher, voilà, il va afficher un texte, par exemple, sur le mur de la classe. Voilà. Un enseignant, il utilise ça pour projeter le cours sur le mur ou un tableau spécifique pour que tout le monde puisse regarder le support de cours de la session. On peut utiliser aussi les ports type HDMI. Il y a d'autres types. Hein. Par exemple, ici, un câble TV qui se connecte comme étant
un périphérique d'affichage. Il y a les écrans filaires ou sans fil. Voilà. Il y a des affichages 2D versus des affichages 3D. Donc, généralement, les affichages existants sont de type 2D, c'est-à-dire dans le plan 2D. Mais dans certains cas, on fait des dispositifs de sortie tridimensionnels, 3D. Donc ici, généralement pour le 3D, donc on va ajouter ce que le 2D c'est comme ça, c'est une représentation dans le plan. Le 3D c'est comme ça. Donc, hop, c'est-à-dire une représentation dans l'espace. Et cette représentation, elle nécessite par exemple des lunettes 3D spéciales pour qu'on puisse faire l'affichage. Certains écrans 3D ressemblent à des moniteurs conventionnels, d'autres ont une forme différente. Bon, il y a plusieurs produits sur le marché. Exemple ici d'un écran portable. Donc voilà, exemple, il y a l'écran, l'affichage est intégré dans le cadre en vert et je peux voir le contenu d'un smartphone ou Internet apparaît dans votre champ de vision. Donc, les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes. Donc, les capacités tactiles de l'appareil. Donc, on peut le trouver sur les ordinateurs personnels, les kiosques au grand public, les ordinateurs portables ou les téléphones portables, les jeux, les tablettes multimédia ou autres, bien sûr, appareils grand public. Les écrans tactiles, un grand écran tel que 55 pouces, sont disponibles généralement dans les salles de conférence. Donc, ça dépend ici, ça dépend des applications qu'on va les choisir pour, bien sûr, les utiliser. Il y a des écrans à cristaux LCD généralement pour les télévisions, on utilise ça. C'est le LCD et le LED en fait. Donc le LCD, les écrans LCD utilisent un filtre de couleur composant d'un motif de sous-pixels rouge, vert, bleu pour chaque pixel. Voilà. La technologie LCD la plus récente, on appelle ça IPS. Voilà. Il y a, comme j'ai dit, une autre technologie qui est base OLED. Actuellement, on utilise ça souvent sur les écrans ou sur des appareils de télévision ou la technologie, ce qu'on appelle OLED. Et là, c'est des semi-conducteurs. Voilà. Et à la fin, je vais afficher des couleurs avec plus de netteté, rouge, bleu et vert. Exemple ici des stylos, toilettes, voilà. Il y a des affichages du modulateur interférométrique. C'est une technologie aussi émergente dans les modulateurs pour les écrans plats. Donc ici, il utilise la lumière au lieu de combattre les images sont lumineuses et éclairent même en plein soleil. C'est-à-dire ici que avec cette technologie, je peux faire de l'affichage en plein soleil, hein. Donc sans aucun souci, surtout pour les faire du marketing, etc. Sur les panneaux. Si vous vous souvenez, il y a des panneaux de publicité dans les rues comme ça, dans lesquels on affiche aussi quelques motifs pour les publicités, etc. Voilà, exemple des tablettes. Il y a l'affichage plasma. Le plasma, bon, c'est une technologie utilisée comme le LCD et le OLED. Bon, c'est un peu ancienne. En fait, c'est ancienne à LCD et OLED. Mais voilà, peut-être elle est utilisée actuellement. On utilise aussi les projecteurs de données et multimédia. Voilà, les projecteurs
de données conventionnelles. C'est pour faire la projection de quelque chose sur les murs, par exemple. Il y a des projecteurs Pico à partir des smartphones. Voilà. Passons maintenant aux imprimantes. Ce sont des dispositifs pour le tirage. Donc voilà, exemple, on va faire du tirage papier. Voilà. Donc c'est du tirage papier. Il y a bien sûr la couleur, il est très importante. Soit un tirage qui va être fait avec en noir et blanc. Mais il y a d'autres qui utilisent l'encre bleu, rouge, magenta, jaune. Et bien sûr, là, c'est-à-dire un tirage en couleur. Voilà. Voilà, en moyenne, donc il y a du l'encre, hein. Donc on va euh, intégrer de l'encre, voilà. Et bien sûr, il y aura le mélange entre les différentes couleurs pour faire sortir le couleur souhaitée. La résolution d'impression, elle est très importante. Donc, on va fermer l'image à partir de ce qu'on appelle des pixels et le nombre de points par pouce, il affecte la qualité. C'est-à-dire, tant que j'augmente le nombre de points par pouce, le pouce, c'est quand 2,54, un pouce égale 2,54 centimètres. Si j'augmente le nombre de points, par pouce, c'est-à-dire la résolution devient de plus en plus, c'est-à-dire améliorée. Et bien sûr, je trouve à la fin une bonne qualité d'image. Et bien sûr, une bonne netteté. Donc, les recommandations pour une résolution d'impression acceptable sont les suivantes. Donc, 310 pi pour des impressions à usage général. Pour les meilleures qualités, c'est environ 6. Les applications professionnelles, on augmente bien sûr cette résolution est de 1400. Mais bien sûr, toujours, le prix devient de plus en plus cher. Il y a aussi la vitesse d'impression, est mesurée en pages par minute, c'est-à-dire à la minute, combien je peux faire de tirage, combien de pages. Donc ici, la durée d'impression, parce que ces paramètres sont très importants, hein, surtout pour les personnes qui vont faire le choix dans l'achat du matériel informatique. La durée d'impression d'un document dépend de l'imprimante utilisée et de la résolution d'impression sélectionnée. La quantité de mémoire à l'intérieur de l'imprimante et bien sûr les vitesses courantes des imprimantes, aujourd'hui actuellement entre 15 et 65 pages par minute. Donc, il y aura des imprimantes personnelles et les imprimantes pour le réseau. C'est-à-dire une imprimante personnelle, c'est-à-dire on va l'insérer et l'installer pour une seule machine, c'est-à-dire exploitable par une seule machine. Mais dans certains cas, j'ai besoin d'une imprimante dans les réseaux. C'est-à-dire si je suis dans une entreprise, je ne vais pas acheter pour chaque utilisateur une imprimante séparée. Je vais acheter une seule imprimante partagée par tout le monde. C'est très important. Donc, ce sont des imprimantes conçues, comme j'ai dit, pour être connectées directement à un réseau domestique ou professionnel. Les options de connexion, donc les imprimantes personnelles se connectent à un ordinateur via une connexion USB, via une connexion réseau filaire ou sans fil. Voilà, c'est ça, il va nous aider dans la partie installation des imprimantes. C'est-à-dire parce que le dispositif d'entrée d'une imprimante, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, il aura de la connexion entre l'ordinateur et l'imprimante et il faut le fixer correctement. Par exemple, il y a certaines imprimantes qui sont multifonctions, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées comme imprimante, comment dirais-je, des scanners, voilà, ou autres, ou photocopies.
imprimante noir et blanc, personnel, et imprimante couleur pour les entreprises, quoi. Vous voyez? C'est plus professionnel. Il y a des écrans tactiles, etc., des bacs ici. Il y a les imprimantes à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre. Voilà. Et là, il faut fixer chaque fois si l'encre il va être, c'est-à-dire, il faut fixer toujours le niveau de l'encre et acheter toujours les cartouches. Et dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui font les cartouches recyclables. Vous voyez, très important. Et il y a d'autres imprimantes spéciales, exemple pour les codes à barres, l'étiquette, les imprimantes photo. Voilà, ce sont spéciales pour imprimer des photographies. Euh, donc, ils peuvent être connectés à un ordinateur pour imprimer des photos sauvegardées sur un disque dur. Et la plupart des imprimantes photos peuvent être imprimer des photos directement en connectant un appareil physique ou sans fil à l'imprimante. Donc ici, imprimante portable intégrée pour les photos minutes en une minute. Il y a les imprimantes à jet d'encre grand format, par exemple, parce que toujours on ne va pas faire des formats A4, peut-être on va faire des A3, A2, etc. C'est-à-dire pour les grands formats. Et c'est très important, surtout pour les affichages des plans ou des affichages grand public. Il y a aussi les imprimantes 3D. Vous voyez. Passons maintenant à la partie sortie audio. Donc, pour la sortie audio, on définit des haut-parleurs d'ordinateur, des stations d'accueil pour tablettes, des casques, voilà. Donc, voilà, ce cours, il est divisé sur deux parties. Voilà. La première partie qu'on a déjà vue, c'est sur les, ce qu'on appelle les périphériques des ordinateurs. Donc, on a vu ce qu'on appelle les entrées, les sorties. Bien sûr, hein, on va détailler et énumérer les différents éléments d'input, output d'un ordinateur. On a vu aussi dans une autre partie le dispositif des mémoires sur l'ordinateur et les moyens, ce qu'on appelle de stockage, hein. Donc, les éléments de stockage, on a détaillé les disques, etc. Et voilà, j'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Et je passe maintenant à une partie, comment dirais-je, pratique, hein, pour faire une simple démonstration sur ce qu'on a déjà vu. Donc, je suis sur ma machine Windows 10. Donc, ici, c'est la machine Windows 10. Donc, pour gérer, je commence par les disques. Donc, pour gérer les disques, dans ce barre de recherche, je peux taper disque et je dois chercher, par exemple, il y a ce qu'on appelle disk management. Voilà, c'est très important. Create et format hard disk partition. C'est un panel pour gérer les disques. Vous voyez ici. Et dans ce panel pour gestion des disques, par exemple, sur ma machine locale, j'ai combien? J'ai un disque de sauvegarde 1, c'est le D de point, avec une capacité combien? C'est environ 500 gigas. Il y a le disque sauvegarde 2, c'est, c'est le E de point, c'est aussi 500 gigas. Et on a un disque C qui est 118 gigas. Vous voyez, actuellement, qu'est-ce que j'ai? Trois disques. Je peux vérifier. Voilà. Un, deux, trois. Donc, j'ai trois disques sur la machine.
et chacun il a une capacité. Bon, ils sont pleins les trois disques actuellement. Qu'est-ce que je vais faire sur cette partition? J'ai mis le système d'exploitation Windows et pour l'autre, j'ai fait des partages ou de sauvegarde des fichiers personnels de mon travail. Voilà. Donc voilà le 7 points. Dans ça, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je peux, par exemple, ouvrir, je peux explorer. Vous voyez, je peux voir les propriétés du disque. Voilà, je peux faire ce qu'on appelle un disque clean-up, c'est-à-dire vider parce que les espaces, surtout les fichiers, ce qu'on appelle temporaires. Par exemple, ici, je vais faire de clean-up de mon disque. Voilà. Donc, il va faire le clean-up. Il y a quelques fichiers. Ah, et voilà. Il va les supprimer tous. Vous voyez? Et comme ça, je peux minimiser les espaces, c'est-à-dire, dans mon cas, j'ai beaucoup un espace serré. Et donc, dans le but de minimiser cet espace ou d'avoir plus d'espace, je fais ce qu'on appelle le disque cleanup. Voilà. Je peux le faire aussi pour le disque 2. Voilà, c'est vide. On va voir. Je peux faire des compressions pour les disques pour sauvegarder, pour bien sûr compresser les fichiers pour avoir plus d'espace. Je peux voir sur le E2 point. Voilà. Il y a la corbeille. Donc, je peux faire aussi de la suppression des informations de la corbeille du disque. Donc, on attend le clean-up du disque. Peut-être, voilà. Il y a d'autres informations sur le disque. Il y a Tools pour check s'il y en a des erreurs sur le disque. Donc, je peux faire des scans des drives. Donc, il va faire vérifier l'état de votre disque. Voilà. Donc, le disque a été scanné. Il va te donner des détails dans les event viewer, sur les logs. Il n'y a rien. Je peux vérifier le hardware. Voilà. Donc, il te dit que le check disque est exécuté. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il n'y a pas de problème. S'il aura des problèmes, il va t'afficher les détails, bien sûr, ici. On a déjà vu que on peut partager le disque. Vous voyez ici que je peux partager le disque. Je fais un partage avancé. Voilà. Et j'ai dit, je vais partager ce disque. Et j'ajoute des permissions. Par exemple, quelles sont les personnes avec lesquelles je vais partager le disque? Je peux ajouter, hein. Euh, par exemple,
J'ai un utilisateur, voilà, mais j'ai pas cet utilisateur. Dans certains cas, je dois ajouter l'utilisateur. Check name. Non, j'ai pas de cet utilisateur. Donc, il faut ajouter l'utilisateur correspondant et bon, j'ai fait tout le monde et je peux donner ce qu'on appelle des permissions. C'est quoi la permission? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire les personnes ou les utilisateurs avec lesquels j'ai fait le partage? Est-ce qu'il a un full control? Est-ce qu'il peut lire seulement? Est-ce il peut changer dans mon disque ou non? C'est très important. Donc ici, je peux faire tous ces deux-là, soit disallow, c'est-à-dire je donne pas la permission, sinon je peux faire de deny. Le deny ici, c'est-à-dire il n'y a rien. Vous voyez, c'est ni changer, ni contrôle, ni modifier. Voilà. Et je peux le donner en lecture seule. Voilà. Et vous voyez ici que mon disque, vous voyez le network path, c'est-à-dire si je suis dans un réseau, je peux ouvrir le disque des deux points avec ce schéma. Je fais un test local, si vous voulez. Je suis là. Et voilà. Vous voyez, je suis déjà dans le D deux points. C'est-à-dire, maintenant, c'est pas je suis dans le réseau. Vous voyez, dans le réseau. Et voilà, dans le réseau. Et j'ouvre le D deux points dans le réseau. Voilà. Il est partagé. Voilà. Est-ce que je peux modifier? Je peux, par exemple, créer. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Unit permission. C'est-à-dire que j'ai pas donné la permission à l'utilisateur de modifier le dé des points. J'ai donné l'utilisateur comment? Il est en lecture seule. C'est-à-dire en read only. C'est-à-dire je peux lire, mais je peux pas modifier. C'est très important. Et donc, vous pouvez refaire cette tâche. Bien sûr, ici, en modification ou en écriture. J'essaie de créer, vous voyez, j'essaie par exemple de créer un, un fichier. Voilà. Vous voyez, est-ce que je peux modifier? Est-ce que je peux modifier quelque chose? Non, je ne peux pas écrire dans un fichier Word. Et c'est très important. C'est-à-dire que je peux partager, par exemple, avec vous un document sur le réseau ou des fichiers sur le réseau, mais en lecture seule, c'est-à-dire l'étudiant, il va lire les cours et il n'est pas capable de ni modifier ni changer dans ce cours principal. Très important. Est-ce que c'est clair? Essayez, s'il vous plaît, de refaire tout ça. Il y a, comme j'ai dit, le disque. Mais sur ce disque, si on a d'espace supplémentaire sur le disque, je peux étendre, c'est-à-dire, vous voyez ici, extend volume qui est grisé. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai plus d'espace sur si par exemple, je- j'ajoute un disque virtuel ou un autre disque physique, je peux par exemple étendre le CD point sur le disque physique ou le disque virtuel. Comme ça, il devient par exemple ici combien? C'est 118 gigas. Il est bien, par exemple, avec la taille allouée qu'on va l'étendre. C'est très important. Et à partir de cet espace, je peux gérer les disques, bien sûr, je peux changer le drive de E de point à une autre lettre. Voilà. Je peux modifier. Je peux le formater aussi. Vous voyez, je voulais formater, c'est-à-dire effacer toutes les informations et mettre à la place des zéros. C'est ça le formatage. Je peux le supprimer. Voilà. Je peux faire beaucoup de choses, hein. La sécurité aussi.
comme j'ai dit, voilà, la sécurité pour le partage, modifier, read et execute, read only, write, et tu peux ajouter l'utilisateur convenable. Il y a aussi des tools pour faire des checks. Euh, on peut faire aussi voir les quotas, le partage et beaucoup d'autres fonctionnalités sur le système. Ce que je recommande, c'est de faire ces simples manipulations pour bien comprendre la partie disque ou gestion des disques. On peut aussi passer à la partie résolution. Donc, avec la partie résolution, c'est très simple. Vous avez ici donc display setting ou affichage, paramètres d'affichage. Et là, sur le Windows, vous pouvez faire beaucoup de fonctionnalités, soit sur le stockage. Donc ici, il va vous donner des fonctionnalités de stockage. Il va vous donner combien le CD point il va consommer en termes de fichiers temporaires, etc. Ou d'autres fichiers pour voir une idée sur les statistiques. Et bien sûr, vous pouvez supprimer quelques éléments si vous voulez. Quoi d'autre? Pour l'affichage, c'est le suivant. Donc, vous pouvez ajouter, vous voyez, la netteté voilà, d'affichage. Pour Night Black, c'est pour euh, s'il y a le blanc de la nuit. La taille d'affichage, 160 ou 100%, 125 ou 75%, c'est-à-dire c'est pour minimiser l'affichage de l'écran. La résolution, vous voyez ici la raison. Je peux augmenter la résolution. Donc, je peux le changer, bien sûr, hein. C'est à vous de choisir. Et voilà, hein. Donc, je peux modifier l'affichage de l'ordinateur facilement à travers ces paramètres bien définis. Voilà. Je peux changer aussi les paramètres de son. Donc, si j'ai par exemple ici, actuellement, j'utilise le haut-parleur du carte son déjà intégré, je peux ajouter du son, c'est-à-dire augmenter ou minimiser, c'est-à-dire le volume de son. Dans certains cas, si vous avez des problèmes, vous pouvez faire du troubleshooting, c'est-à-dire de dérangement pour voir les devices qui sont ou les équipements périphériques qui sont installés. Et donc, vous avez beaucoup de choses, voilà, à faire. Donc, il y a aussi un élément, d'autres éléments importants qui s'appelle équipement ou périphérique ou device manager. Et dans ce device manager, c'est une console qui va vous donner l'affichage de tous les éléments de votre console ou de votre ordinateur. Voilà. Donc ici, on a tous les paramètres. Je suis là sur cette machine qui s'appelle desktop. Sur cette machine de desktop, je trouve tous les éléments, ce qu'on a déjà vu en classe. Donc là, je peux voir ce qu'on appelle les audios input-output, ce qu'on a déjà vu dans la partie théorique. Donc pour les audios input-output, on a des haut-parleurs, des microphones, on a des batteries pour l'alimentation, il y a aussi du Bluetooth. Voilà, c'est du sans fil pour ça. Il y a des caméras déjà intégrées. Il y a des computers ici. Il y a des disques durs, ce qu'on a déjà vu. On a deux disques ici qui sont sur cette machine. Il y a deux disques. Il y a les paramètres d'affichage, des adaptateurs d'affichage. Il y a de l'électronique ici. C'est des firmware. Il y a les claviers. Voilà le clavier de mon ordinateur. Il y a le souris. Donc ici, le mice.
il y a l'écran. Voilà, c'est l'écran d'affichage que vous êtes en train de le revoir. Il y a aussi les cartes réseau, c'est pour le câblage. Bon, il y a beaucoup de cartes réseau parce que j'ai installé, mais le plus important ici, il y a les cartes réseau. Vous voyez ici, wireless, c'est sans fil, et on a des cartes réseau Ethernet, c'est le câble. Donc, c'est un câble RJ45. Mais le reste, ce sont des cartes virtuelles, en fait. Il y a aussi pour l'imprimante. Donc, je peux installer ce type d'imprimante dans pour l'affichage ou pour le tirage. Et voilà, les printers en file d'attente. Il y a les imprimantes que je peux l'installer. Ici, c'est le paramètre du processeur. De mon processeur sur le CPU, c'est i7 2,2 GHz. Voilà, on a déjà vu le chapitre sur le processeur. Il y a aussi les paramètres software. Voilà, les softwares pour les différentes imprimantes ou autres, hein. Donc, on a besoin d'installer des logiciels. Il y a aussi euh, pour les cartes son et audio. Voilà, c'est du type Realtek, etc. Il y a pour le stockage des contrôleurs de stockage SCSI. Ces contrôleurs-là sont importants parce que dans certains cas, on va faire la liaison entre cette machine avec une baie de stockage. Et dans ce cas, je dois utiliser ces contrôleurs de stockage pour les configurations de, euh, du contrôle ou la configuration de la connexion entre la machine et une baie de stockage avec bien sûr, ce qu'on appelle les protocoles SCSI, NVMe ou autres. Il y a aussi les device systems. Voilà, ce sont des équipements, des périphériques du système. Et finalement, il y a des contrôleurs et des puces. Donc, comme ça, vous avez une vue globale sur le matériel utilisé en entrée et en sortie. Et vous avez aussi les moyens pour aller chercher ce qu'on appelle, est-ce que l'équipement ou le device il est bien installé sur la machine ou non? Est-ce que le device a un souci sur ma machine, oui ou non? Donc, vous avez tous les moyens, que ce soit sur les disques ou la gestion des disques, comment ajouter des disques, comment formater, comment supprimer, faire des removes, etc. Ou bien sûr à travers ces moyens pour voir les différents périphériques déjà installés sur votre machine. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette séance de cours et du pratique démonstration a été bénéfique pour vous et à la prochaine.